Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les Namibiens sont appelés aux urnes ce vendredi pour des élections législatives et présidentielles. Grande première sur le continent, les isoloirs des bureaux de vote sont dotés de machines équipées d'écrans tactiles. La Guinée se mobilise pour briser la chaîne de contamination du virus Ebola. Dans le cadre de la lutte contre la maladie hémorragique, le pays souhaite faire respecter la période de quarantaine et prôner l'isolement des comportements sociologiques sains. Sport, à la fin de ce journal au Nigeria, la fédération de football devra mener à des réformes structurelles. Une décision qui fait suite à l'affaire de Stéphane Keshi, l'entraîneur des Super Eagles. Environ 1,2 million de Namibiens sont appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. La grande nouveauté de ce scrutin est l'utilisation pour la première fois en Afrique de machines de vote équipées d'écrans tactiles. Les autorités affirment que les résultats seront plus rapides et plus fiables. À l'inverse, l'opposition craint des pannes ou des fraudes, comme nous l'explique Marina Vani. C'est une nouveauté en Afrique. La Namibie organise son premier vote électronique. Environ 1,2 million de personnes sont attendues ce vendredi 28 novembre lors des scrutins du pays. Autre innovation particulière de la Namibie cette fois, le pays connaîtra un double scrutin. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le même jour. Pour l'occasion, 4000 bureaux de vote ont été ouverts sur l'ensemble du territoire. Ils sont dotés d'isoloirs équipés de machines aux écrans tactiles. Les responsables électoraux espèrent que cette avancée technologique suscitera un intérêt important pour l'ensemble du continent africain. La décision d'envisager d'acquérir des machines de vote électroniques a été principalement basée sur des défis et des expériences que nous avons eues des élections et la manière dont nous gérons nos scrutins. Le changement provoquant des inquiétudes, 3 partis d'opposition ont intenté un recours en vue d'un report des élections. Ils dénonçaient un risque de trucage avec la nouvelle procédure. Des craintes refutées par les autorités du pays. Les votes électroniques ont la particularité de ne pas avoir une trace écrite. La question du suivi écrit est fondamentale, mais je pense que tous les partis qui se plaignent maintenant auraient amplement pu le faire plus tôt auprès du gouvernement ou à la Cour, au lieu de venir demander un report 2 jours avant l'élection. 9 candidats s'opposent à la présidentielle. Pour des observateurs, le Premier ministre H. Gengob est un favori pour reprendre le rôle du président Pohamba. En cas de victoire, la SWAPO, parti au pouvoir depuis 1990, sera donc reconduite. Les résultats officiels devraient être annoncés ce dimanche 30 novembre 2014. Des experts indépendants des Nations Unies recommandent des sanctions à l'ex-président centrafricain Michel Djotodia. En mai dernier, le Conseil de sécurité avait déjà sanctionné l'ex-président François Bozizé ou encore le coordinateur des milices anti-Balaka, Lévi Yakete. Les précisions avec Ibrahim Ndiaye. L'ancien président centrafricain Michel Djotodia pourrait faire l'objet de sanctions des Nations Unies. C'est ce qui ressort de recommandations d'experts de l'Organisation des Nations Unies. L'ex-chef d'État est en effet accusé de torpiller le processus de transition politique en Centrafrique. On peut dire que les taux se resserrent autour de l'ex-président Djotodia. Les experts des Nations Unies, lorsqu'ils font une telle proposition, c'est qu'il y a un début de commencement de preuve. On peut en donner 2 lectures. Soit il y a des infractions dont on commence à avoir des éléments et on ne souhaite pas que les éléments de preuve disparaissent. Donc il s'agit de prendre des mesures dites conservatoires et la mesure qui a été prise est de cet ordre-là, en tout cas qui est demandée est de cet ordre-là. Il s'agit de geler des avoirs et d'interdire tout déplacement. L'Organisation des Nations Unies, dans une résolution datant du 28 janvier 2014, réclamait un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour l'ancien président de la transition, Michel Djotodia. Pour l'instant, M. Djotodia n'est pas poursuivi, que je sache. On est dans cette phase-là. Mais il y a aussi une lecture politique
possible, qui consiste à lancer un message à tous les acteurs de terrain pour dire que les Nations Unies sont fermement décidées à poursuivre les personnes qui seraient soupçonnées d'avoir commis des infractions ou soupçonnées d'avoir commis des crimes en République centrafricaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait également pris des sanctions en mai 2014 contre 3 autres responsables centrafricains, dont l'ancien président François Bozizé, un responsable des milices anti-Balaka et une autre figure de la Séléka. L'ancien président Michel Djotodia vit en exil à Cotonou, au Bénin. Et nous restons en Centrafrique où le pays est suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil a rappelé en outre les dispositions de la déclaration de Bamako stipulant que pour préserver la démocratie, la francophonie condamne fermement les coups d'État. Pour rappel, le président centrafricain François Bozizé a été renversé par la coalition Séléka le 24 mars dernier. Écoutons à ce propos la réaction d'Antoinette Montaigne, conseillère à la présidence. Ceci étant, la situation grave de la République centrafricaine peut aussi justifier qu'on y fasse un peu plus attention dans la mesure où le régime issu du coup d'État du 24 mars a cessé par l'élection par le Conseil national de transition de Madame la Présidente, chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, le 20 janvier 2014. Donc, il y a eu une évolution sensible de la gestion de la gouvernance. Le pays a été dans une situation particulièrement difficile avec un État totalement effondré. Madame la Présidente de la Transition a fait un travail colossal de remise en état des embryons de l'État. Donc il y a autant d'efforts qui ont été faits, mais ces efforts auraient pu aller plus loin si nous n'avions pas eu des difficultés persistantes et aggravées sur le plan de la sécurité. Et donc, nous sommes vraiment en attente d'interpeller par un cri de détresse de la population centrafricaine l'ensemble de la communauté internationale pour nous aider sur la question de la sécurité dont dépend tout le reste de la transition et le futur de la République centrafricaine. Les défenseurs des droits de l'homme sont en conclave à Marrakech, au Maroc. Le Forum mondial se poursuit jusqu'à ce dimanche 30 novembre. L'objectif principal est de promouvoir un espace de dialogue public sur les droits humains à l'échelle internationale. Les principales avancées et les défis en la matière seront débattus, comme nous l'explique Marina Vanni. Ouverture ce jeudi 27 novembre du Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech, un rendez-vous mondial des défenseurs de droits de l'homme et de décideurs politiques. Objectif, créer un espace d'échange pour une meilleure universalisation des droits de l'homme. Venus de tous les continents, les responsables politiques, mais aussi les organisations de droits de l'homme, veulent remettre au cœur des relations internationales les droits de l'homme comme une priorité. Prévu jusqu'au 30 novembre, ce forum, qui en est à sa 2e édition, connaîtra la présence d'éminentes personnalités, sans oublier la pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Plus de 150 activités sur des problématiques traditionnelles des droits de l'homme, comme par exemple les droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté d'association, mais aussi des problématiques émergentes, comme par exemple les droits de l'homme des personnes âgées, le monde dans l'entreprise et les droits de l'homme. Il y a de plus en plus d'initiatives sur cette problématique, ou par exemple les grandes échéances sur l'environnement. 30 rencontres thématiques sont prévues à ce forum. Le choix du Maroc est symbolique. Le pays entend s'imposer résolument sur la scène internationale en matière de promotion des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, c'est toujours bon de l'aborder, même si on peut ne pas être d'accord sur la forme ou on peut ne pas être d'accord sur le contenu. Mais il faut rappeler que dans la région du Maghreb, pas uniquement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, c'est une question qui a été souvent entourée parfois d'interdits, de questionnements, de remises en cause, d'accusations, etc. Et là, je crois qu'il y a une nouvelle conjoncture politique, conjoncture également stratégique, géostratégique. Il y a beaucoup de changements dans la région arabe. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie avec un processus électoral. Et tout ça fait que la question des droits de l'homme devient de plus en plus, plutôt de moins en moins tabou. C'est-à-dire qu'on peut parler
des libertés, qu'on peut parler des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, etc. Parce que la question des droits de l'homme est une question complète. En décembre 2013, le Brésil organisait le premier Forum mondial des droits de l'homme. Le royaume chérifien a été choisi pour l'édition de 2014, l'Argentine devant accueillir la 3e édition du Forum en 2015. En Afrique, sans vaccin ni médicaments, la prévention contre le virus Ebola reste le meilleur moyen d'endiguer la propagation du virus. À la prévention s'ajoute également le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades. Un suivi difficile face au manque de coopération de certains. C'est notamment le cas en Guinée. Un reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. La réticence des personnes en contact avec des malades d'Ebola à observer une période de quarantaine plombe les efforts de riposte contre l'épidémie, alors que l'intensification de la communication sur le virus devrait aider à rompre la chaîne de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. Le président guinéen plaide pour un suivi régulier des personnes suspectées d'Ebola. Il faut que les gens acceptent que les médecins aillent voir les contacts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais finir la maladie. Parce que si vous n'avez pas un contact, et s'il développe la maladie après, il va infecter tout le monde. Parce que nous sommes obligés d'utiliser la force. Parce qu'on ne peut pas attendre que les gens refusent le contact et que la maladie continue à nous fatiguer. Les dernières statistiques officielles dénombrent 2077 cas d'Ebola en Guinée. 1233 décès dus au virus depuis son apparition en début d'année. Selon des spécialistes, les mouvements de certaines personnes proches des malades d'Ebola favoriseraient la propagation du virus Ebola, même si la tendance de l'évolution de l'épidémie serait en baisse dans le pays. Cependant, certaines communautés nient l'existence du virus Ebola, ce qui explique la réticence des personnes suspectées d'Ebola à la mise en quarantaine. Vous avez des gens qui continuent encore à dire que l'Ebola n'est pas une réalité. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Ça coûte quoi d'accepter qu'on vienne prendre la température pendant 21 jours? Et plutôt, on prend quelqu'un en charge qui est contaminé, il a 80% de chance de guérir. Mais si on ne le prend pas à temps, il n'a aucune chance de guérir. Et ça, je crois, il faut que réellement chacun de nous s'engage dans cette sensibilisation. Le président Condé annonce trouver des moyens humains et matériels pour intensifier la communication sur l'urgence du suivi des personnes suspectes d'Ebola et leur mobilité. Ces mouvements favoriseraient l'identification de nouveaux foyers de l'épidémie selon des spécialistes. À ce jour, 16 préfectures sur les 33 du pays continuent de notifier des cas d'Ebola. Sport à présent au Nigeria, la fédération de football pourra se diriger vers des réformes structurelles. Une décision qui fait suite à l'affaire de Stéphane Keshi, l'entraîneur des Super Eagles, limogé puis rétabli dans ses fonctions. Reportage d'Afolake Olinloye, notre correspondante au Nigeria, commenté par Ibrahim Ndiaye. Restera ou ne restera pas en tant qu'entraîneur des Super Eagles, même si le ministère des Sports de la République fédérale du Nigeria dit qu'il n'influencera pas la décision de la Fédération nigériane de football, celle-ci demeure bien embarrassée sur le cas de Stéphane Keshi. Au moment où le championnat d'Afrique en titre n'a pu se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, la Fédération est consciente qu'il faut entreprendre des réformes dans la gestion du football nigérian. Keshi a joué dans les compétitions internationales et il a rapporté des lauriers. En tant qu'entraîneur, il est aussi compétent. Nous n'allons pas lui reprocher une seule erreur. Je sais qu'il va faire quelques changements, des réflexions et des consultations. Dès que c'est fait, il sera mieux vu par les Nigérians. Face aux mauvaises performances de l'équipe nationale de football, la fédération avait limogé Stéphane Keshi avant les 2 derniers matchs de qualification. Mais l'entraîneur a été rétabli dans ses fonctions après l'intervention du président de la République. C'est peut-être pourquoi la fédération n'envisage plus des sanctions à l'encontre du sélectionneur. L'équipe d'entraîneurs de toutes les équipes nationales vont être exposées à la méthode moderne de l'entraînement en allant à des cours de renforcement de capacité. En même temps, il aura la possibilité d'aller à la base chercher des talents et commencer à les développer. Le contrat de Stéphane Keshi avec la Fédération nigériane de football a expiré à la fin de la Coupe du Monde 2014 qui s'est terminée au Brésil en juillet. La Commission nationale des sports du ministère condamne la contre-performance des Super Eagles, malgré, dit-elle, tout le soutien qu'ils ont eu. Cependant, elle dit qu'elle respecterait la décision de la fédération. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.